Bonsoir mesdames et messieurs, le plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau de débat, un plateau de vérité, un plateau de bousculade entre journalistes. C'est toujours de débat. Bon, ce qui est vrai, sont des débats qui amènent, n'osent pas au changement et qui appellent au développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Le plaisir est partagé ce soir pour vous parler de ce pays. Un pays qui promet, un pays qui a de potentialités, mais est-ce qu'on va rester toujours en train de décrier, en train d'attendre, toujours dans cette logique de main tendue, la logique de la cueillette, où on inaugure même des toilettes avec don du Japon, don de l'Union européenne? Est-ce qu'on va y rester là? Sur ce plateau, mesdames et messieurs, un plateau de journalistes, je suis avec Henri Guinou. Merci. Bienvenue, cher ami. Vous êtes à votre première participation sur ce plateau de CM13 Congo Presse vous reçoit. Merci, c'est un honneur pour moi de prendre part à ces très bons débats. Un débat qui va parler République, je crois. Et à ma première prestation, je ferai un effort de tenir le coup. Il faut tenir le coup, surtout quand vous êtes en face de Ben Kayembe, surtout les très percutants Doudou Longombe qui nous a fui. Mais finalement, il est de retour sur ce plateau. Ben, comment ça marche, cher ami? Je vais bien, une fois de plus. Merci beaucoup, cher Francis, pour l'invitation. Certes, le pays ne va pas mieux, le pays ne va pas au bon fixe, mais bon, on essaye de faire avec. Vous savez, notre profession est menacée de part et d'autre. Aujourd'hui, on ne sait plus faire les distinguos entre les délits de presse, on ne sait pas faire les distinguos entre quand est-ce qu'un journaliste cite sa source, quand est-ce qu'un journaliste parle des faits que lui-même a inventés. On ne sait plus distinguer tout ça, ben, c'est fort regrettable, parce qu'aujourd'hui, quand un journaliste vous dit qu'il a récolté auprès d'une source les informations qu'il met à la disposition du grand public, en citant d'ailleurs la source, parce qu'un journaliste qui vous parle d'un document venant du service de l'ANR, il n'a pas inventé. Il faudrait vous poser des questions à l'interne. Qui a fait fuiter les documents? Vous parlez bien évidemment de Stani Boujakira, le confrère qui a été interpellé. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression, depuis hier à l'aéroport d'Ndjili, pendant qu'il s'apprêtait pour j'ai comme se rendre à l'impression Lubumbashi. qu'aujourd'hui, pour connaître le nombre de dossiers que vous avez en justice étant journaliste, il faudrait faire le tour des aéroports. Parce que c'est l'unique endroit où on informe les gens qu'il y a un problème. On ne vous attend que... Mais c'est quand même une On a vu ça avec frontière. Salomon Skadela, il n'a jamais vu une invitation de la justice, il n'a jamais été interpellé, il n'a jamais même entendu parler de son nom auprès d'un huissier de la justice ou d'un magistrat quelconque. Mais arrivé à l'aéroport, on lui signifie qu'il y a un dossier contre sa personne, et bien il faut l'interpeller. Est-ce qu'il y a que l'aéroport comme endroit pour interpeller? Prenons aussi les cas, parce qu'il faut parler des confrères. Parlons aussi du cas de notre confrère Gauthier Sey, qui est aujourd'hui traduit en justice par un artiste congolais ici en République démocratique du Congo. Lui aussi, je me pose des questions. Est-ce que nos musiciens aujourd'hui ne sont pas entourés des juristes qui peuvent les conseiller aujourd'hui? Vous avez un cas de délit de presse où un journaliste présente une enquête, les conclusions d'une enquête. Vous estimez que l'enquête ne présente pas toute la vérité, mais apporter des éléments contradictoires. Je vous retiens un peu. Il ne faudrait pas amener directement je vous le retiens, confrère. Non seulement je ne maîtrise pas trop le droit, maître Doudou va me compléter, au lieu d'amener le confrère dans un tribunal de paix, et ainsi de suite, vous amenez au pénal. Regardez, il y a un inconvénient. Aujourd'hui, on amène les dossiers au pénal. On oublie ici, parce que nous avons sondé les sources, on oublie qu'au pénal, la personne comparée à lui-même en personne. On ne se fait pas représenter. Et là, il fallait donc aujourd'hui, la partie accusatrice oublie qu'ils doivent être devant les journalistes. Donc on aura cet artiste et musicien face aux journalistes. Et d'ailleurs, une question, ça va me faire rire peut-être, mais qu'aujourd'hui, il faudrait présenter ces moyens de défense en français. Les journalistes le feront. Je me pose des questions si les journalistes aussi seront, l'artiste aussi sera à mesure de le faire. Parce qu'il faudrait confronter. Il faudrait qu'il y ait un débat. Ce n'est pas ça le problème. Il faudrait le tribunal prendra toutes les dispositions. Donc, il faut faire l'occasion de se faire humilier en public. Ça, il ne le sait pas. Ça, il ne le sait pas. Je vous retiens un peu avant de présenter cher Doudou. À mon attendement, Gauthier était devant un débatteur. Il avait en face de lui quelqu'un qui avait une opinion contraire à ce que lui, il a amené.
c'est encore un confrère Manix. Oh Manix, je vous salue où vous êtes, mais on ne comprend toujours pas ces revirements. Beaucoup pena. Bonsoir chers confrères, bienvenue à Congo Presse, votre émission. Merci beaucoup. Après un long séjour au Sankourou, vous voilà. Oui, merci beaucoup. Je suis là, je salue mes amis, mes frères qui sont avec moi sur le plateau. Je suis très content de revenir sur cette maison. Oui. Rapidement, Francis, je ne regrette pas, mais je sais que le ministre Tony Mwaba n'a pas suffisamment d'informations sur la situation du Sankourou parce que j'ai suivi devant tout le monde, il a humilié ma province, a cité nommément la province du Sankourou où le gouverneur aurait nommé un prophète qui semblerait, et puis c'est son oncle, qui semblerait être son oncle. C'est faux. C'est mon préfet, je le connais très bien, c'est lui qui est prophète actuellement, il n'a jamais été l'oncle du gouverneur. Le regret c'est quoi? Le ministre il a clairement dit que il y a beaucoup de provinces où des problèmes pareils se trouvent. Mais il cite nommément mais c'était cas particulier les Sankourou. Donc, pour Tony Mwaba, c'est seulement les Sankourou qu'il a vu. C'est seulement le gouverneur du Sankourou qu'il a vu. Alors qu'il a dit que dans beaucoup de provinces, j'aurais souhaité qu'il les cite. Mais un cas en illustration, je ne vois pas le ministre affiché. Pourquoi ne pas citer Lualaba? Pourquoi ne pas citer Congo Central? Pourquoi ne pas citer d'autres provinces? Et en citant le Sankourou, il s'arrête seulement. Mais il a donné un exemple, le mal c'est où? J'ai dit l'exemple de Tony Mwaba dans sa tête, ce qui était là, c'est seulement le Sankourou. Vous voyez, c'est cette humiliation que nous... De quoi est-ce que vous reprochez le ministre? Cette humiliation que c'est d'avoir cité Lodi? Vivre. J'ai dit, je n'ai rien à voir avec ça. C'est un groupe de gens qui sont dans l'Union sacrée, ça ne me regarde pas. Oui. Mais je vous dis seulement que le fait de citer les Sankourou comme un cas parmi tant d'autres et laisser d'autres provinces que nous ne connaissons pas comment ça se passe là-bas, alors qu'il n'a pas suffisamment d'informations vraies. Moi, je viens du Sankourou, je vous dis c'est faux. Le monsieur n'a jamais été... Est-ce qu'il revient au gouverneur de nommer le prophète? C'est ça les éléments de fond qu'il faut parler. Le gouverneur a le droit par rapport au pouvoir qui sont les siens de nommer un intérimaire. C'est ce monsieur qui était là, était aussi intérimaire. Le monsieur qui était là était aussi intérimaire. La confirmation de celui qui viendra ou de celui qui sera là comme officiel, c'est le ministre, c'est Tony Mwaba qui doit nommer. Et il n'a pas encore nommé. J'ai le regret, j'ai compris qu'il ne connaît pas le Sankourou, mais aussi, il doit faire beaucoup d'attention, surtout lorsque il est devant les gens comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il va risquer de nous trouver sur son chemin prochainement. Je pense qu'il n'a pas... Trouver le gouverneur, vous parlez au nom de tous les Sankourous ou trouver le gouverneur sur son chemin? Maintenant, tout le monde sait au Sankourou qu'il y a le népotisme. Parce qu'il a cité, il y a le népotisme, il y a ceci, dans beaucoup de provinces. Mais ici, c'est le cas du Sankourou. C'est-à-dire que c'est seulement au Sankourou où lui, il a trouvé qu'il y a un exemple. S'il a des problèmes avec Gilles Lodi, en état avocat ou dans leur union sacrée ou dans leur IDP, ça ne nous regarde pas, mais il ne peut pas saper l'image de ma province de cette façon. Rapidement, je reviens sur ce que allez-y. Ben a parlé quelque chose. Vous savez, je ne voudrais pas entrer sur le plan juridique parce qu'il va se poser un problème. Vous savez que les journalistes ne sont pas protégés dans ces pays. Et aussi, nous avons un État qui a un mode malheureusement opératoire qui nous met en difficulté. Parce que c'est seulement à l'aéroport, c'est seulement à la frontière, et on passe d'une manière comme si c'était un enlèvement. C'est comme si ces journalistes n'ont pas de résidence, c'est connu ici à Kinshasa, pas seulement les journalistes, c'est comportement d'arrêter les gens en cours de route. C'est ce que nous avons perdu, nous venons de perdre Chéribé Okende. Sincèrement. On arrête des gens où on connaît son domicile. On ne dépose pas l'invitation. Je ne sais pas d'où vient cette histoire. Actuellement, c'est à l'aéroport, on a arrêté. En cours de route, on a arrêté Franck Diongo. Marc Moukeba, en sortant de sa parcelle, on l'a arrêté. Mais pourquoi depuis toute la journée, Moukeba était chez lui? Pourquoi vous ne venez pas pendant la journée alors que vous êtes un service officiel? Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Et vous savez que les voyous et les bandits vont profiter de cette situation et commencer à régler les comptes au nom de l'État. Je vous dis qu'il y a des gens qui vont commencer peut-être à faire des bêtises comme ça et nous allons mettre tout sur la tête du pouvoir en place. Ça, c'est ceux qui ne comprennent pas. La meilleure des choses à faire, si vous savez très bien que la personne a un problème devant la justice, est-ce que notre journaliste là, on ne pouvait pas lui envoyer une invitation? Et vous attendez qu'il quitte de chez lui, de la maison. Voilà, il quitte de la maison, il arrive jusqu'à l'aéroport, il finit les formalités. Au moment de monter à l'avion, on dit non, monsieur, vous avez un dossier ici. La DGM, on l'arrête, on vous embarque, vous partez. Ce n'est pas bon.
la justice, ce ne serait pas de cette façon. Et je me pose la question, si Félix Tshisekedi, il y a beaucoup de choses que je lui reproche, mais j'ai compris que cette fois-ci, il m'a réjoui, parce que c'est la première fois qu'il exécute ce qu'il a dit. Je vous informe il a dit quoi? Je suis candidat député provincial dans la circonscription électorale de Katakokon. Ah, on a un candidat sur ce plateau? Dans la circonscription électorale de Katakokon. On ne le savait pas, ouais. Et dans le parti Assemblée pour la République. Félix Tshisekedi, la seule chose qu'il a vu à accomplir dans son mandat, c'est de nous autoriser à engrosser les dames, à mettre au monde comme nous voulons, parce qu'il y a la gratuité de la maternité. Il n'y a pas autre chose. C'est quand même une bonne chose, oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que pour le moment, sentez comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez, il ne se posera pas le problème sur les manger. Votre manger, ce n'est pas intéressant pour lui. Les logements sociaux, ça ne lui intéresse pas. Et tout ce qui concerne, tout ce qui encadre notre vie, ce n'est pas son problème, mais seulement aller multiplier la terre comme le Seigneur a dit. Mais le Seigneur a dit multiplier. C'est un chrétien et je suis très content de sa position. Après 3 ans, 5 ans, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays avec cette gratuité. Nous serons comme la Chine. Alors, Henri, bon, un petit commentaire avant de revenir sur les grandes thématiques de cette soirée. Moi, je voudrais placer un mot en ce qui concerne l'arrestation de Stani. Vous savez, la presse, comme étant corps, a le même prérogative qu'un ordre, comme l'ordre des avocats, comme l'ordre magistrat. Et il est déplorable dans une république qui se veut une république de droit, d'arrêter quelqu'un à l'aéroport. Et pourtant, j'estime à mon niveau, en tenant compte du fait que nous sommes un ordre régi par des principes, pour arrêter un journaliste, il faut s'adresser au corps. Voilà. Ce qui voudrait dire qu'il faut voir l'UNPC avant d'arrêter un journaliste. Si un journaliste fait une enquête, un journaliste fait des investigations et que la justice voudrait avoir plus de détails, il serait normal de poser la question à Jean-Marie Kassamba, qui gère l'UNPC au niveau de Kinshasa. Ça serait mieux. Parce que moi, je me dis, est-ce qu'on va arriver dans ce pays à la liberté d'expression, la liberté de la presse, comme aux États-Unis, où on peut s'exprimer, on est encore peut-être très loin. On est très loin de l'histoire, en fait, et c'est déplorable, en fait. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette équipe gouvernementale, nous avons au moins des anciens journalistes qui occupent des fonctions de ministre de la Communication, et ces heures d'arrestation, moi, je crois que Patrick Mouya devra, n'est-ce pas, remettre en cause les rôles qu'il joue au sein de l'équipe gouvernementale. Je crois que depuis qu'on a arrêté Stani hier, il n'y a aucun communiqué dans ce sens. Il devait prendre cette affaire de Stani Boujakwira, comme tant d'autres, à bras le corps pour défendre véritablement les corps. Mais ben voilà, on sent que chacun est là pour ses intérêts. Je crois que les choses vont devoir changer. La place du journaliste, ce n'est pas la prison, c'est dans sa rédaction. C'est devant ce micro, c'est ça le boulot que je choisis. La prison, ce n'est pas pour moi. C'est peut-être pour, même pas peut-être, mais c'est pour le ministre et mandataire qui sont en train de voler à la longueur de journée l'argent de la République. L'argent destiné à construire les écoles, les hôpitaux dans d'autres provinces. C'est des individus qui s'enrichissent chaque jour. Donc la prison, c'est essentiellement pour ces gens-là. Mais pour nous, qui avions accepté de servir ce micro, de vous servir devant ce micro, devant le caméra, c'est de vous informer sur ce qui se passe. Voilà comme ça que j'ai toujours rappelé le rôle du journaliste, la responsabilité sociale des journalistes. Et donc je crois que de ce côté-là, les autorités vont essayer de revoir. Alors, on va prendre le premier sujet de cette émission, ce nouveau numéro de Congo Presse. On va parler de la convocation de l'électorat pour la CENI. Il faut d'abord commencer par rappeler qu'aujourd'hui, il y a 3 candidats qui ont déposé leur dossier de candidature au niveau de la CENI. Rex Kazadi, il est l'une des figures de la diaspora. Il y a Matata Pogno, qui est un ancien premier ministre de ce pays. Costa Moutamba également a déposé son dossier de candidature à la présidentielle du 20 décembre prochain. Et donc, les choses semblent être sérieuses. Et donc, il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on en discute un peu ce soir pour voir dans quelle mesure ces élections vont évoluer. Alors, pour cette question, je commence par Henri Guindou. Henri, la convocation de l'électorat par la CENI entre la pression, défi et la stabilité. Il y a une frange de l'opposition
qui pense, qui estime que les choses ne sont pas assez claires du point de vue du fichier électoral, de la Cour constitutionnelle. On suppose que les choses ne sont pas claires et qu'il faudrait revoir d'abord la composition de la CENI, la composition de la Cour constitutionnelle et la révision audit plutôt externe du fichier électoral. Est-ce que dans ces conditions, il y a les candidats au niveau présidentiel qui ont déjà commencé à déposer leur dossier aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que dans cette allure, il faut qu'on aille vaille que vaille aux élections, où il faudrait prendre en compte certaines revendications de l'opposition et surtout de l'Église catholique? Merci beaucoup de la question. Je crois qu'on va devoir passer en revue cette problématique de la convocation de l'électorat. Ce qu'il faut dire, c'est que la machine est déjà lancée, le train il est en mouvement. La CENI affiche une volonté, n'est-ce pas, organiser les élections pour le 23 décembre, les élections générales en RDC. Mais il y a une question qui se pose au niveau des revendications des différentes parties prenantes. En fait. C'est que les revendications, à ces stades, il y a des revendications qui ne tiennent pas debout. Parce que on devra se les dire sans se voiler des figures ou des faces. À ces stades, demander que l'audit du fichier électoral soit faite par, c'est pas moi, une équipe d'experts. Une équipe voilà, d'experts, c'est pas moi, indépendants, tout ça. Voilà. C'est torpiller le travail qui est déjà fait par la CENI. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'estime à mon niveau que s'il y a des amendements qu'ils puissent faire à ces stades, c'est de demander à la CENI, par exemple, de revoir la décision de certains partis politiques qui ont demandé à leurs adeptes de ne pas postuler, s'il y a possibilité d'ouvrir une brèche pour permettre... Par exemple, la Mouka est cédée de Martin Fayoulou, voilà, et les autres de FCC, qui n'a pas déposé ces listes. Tout à fait. Je crois qu'on peut trouver un modus operandi qui puisse permettre à ceux qui ont pris du retard de revenir et de prendre place au bord du train électoral. Ça, c'est une chose. Revenir sur les revendications de la Senko, l'Église catholique, même si la Senko fait porter à l'Église catholique un très mauvais chapeau, parce que l'Église, dans son rôle, avec cette dimension beaucoup plus diplomatique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église est ce qu'elle est avec son implication dans la politique, grâce notamment au contrat de Latran, j'y arrive, contrat ayant donné, n'est-ce pas, à l'État Vatican l'autorité d'être considéré comme étant une autorité publique. Donc, si aujourd'hui on doit prendre en compte les revendications de la Senko, je pense qu'on va faire volte-face. Parce que, entre nous soit dit, Kadima, lors de la convocation de l'électorat pour la présidentielle du 23 décembre, a dit ceci, s'adressait aux prophètes des malheurs. Et j'imagine que parmi ces prophètes des malheurs, il s'adressait notamment à la Senko, il s'adressait notamment à la Senko, prophète des malheurs. Tout à fait. Lorsqu'il dit aux prophètes des malheurs qui pensent que les élections ne vont pas se tenir le 23 décembre 2023, je vous dis sans effet. Cela voudrait dire qu'il y a des revendications de la Senko, de l'Église catholique, de l'abbé Chollet qui ne vont pas tenir au rôle. Mais moi, je suis partant, parce qu'on devra être logique. Dans une optique beaucoup plus logique, est-ce qu'on peut faire foi à toutes les revendications de l'opposition? Ma réponse est non. Mais on peut ouvrir au moins de brèche pour repêcher ceux qui n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, par rapport à leur coloration politique, de prendre des positions de leurs leaders. On peut ouvrir une brèche afin de leur permettre, n'est-ce pas, de rattraper le train électoral. Mais moi, ma question se pose au niveau de la partie Est. Rutshuru, les amis qui n'ont pas eu le temps de s'enrôler, les amis qui, pour des raisons d'insécurité, oui. L'État congolais qui s'est déclaré impuissant pour, n'est-ce pas, sur son propre territoire, rétablir la paix. Et là, nous allons vivre une situation telle qu'il y a des gens qui vont voter et d'autres qui ne vont pas voter. Alors, et pourtant, on a un président qui est réclamé, un président national pour tous les Congolais. Et je crois que c'est un élément qui frise la conscience aujourd'hui, un élément sous lequel la CENI devra trouver un mécanisme afin de mettre tout le monde d'accord autour de la table. Alors, je vous retiens encore 2 minutes par rapport à la crête qui a été exprimée par le secrétaire général de la Senko, l'abbé Chollet, qui a dit ouvertement qu'on pourrait avoir des troubles et après les élections du 20 décembre prochain. C'est là que vous avez fait référence à la réponse du président de la CENI qui a dit sans effet. Mais est-ce que quelque part, lorsque vous voyez
on a toujours connu des problèmes dans ces pays, du genre, aujourd'hui, on proclame un président de la République et le lendemain, il y a des marches, il y a des troubles, et ça poserait un problème de légitimité des institutions. Et quelque part, l'abbé Chollet n'a-t-il pas raison? Lorsque l'abbé Chollet estime que, avec cette allure, avec ce train qui est déjà lancé, et que si nous passons aux élections, après, il y aura des revendications, il y aura un soulèvement, il y aura des tensions. Je crois que lui, en tant que cet individu qui avertit, il en sera à hauteur. Parce qu'il est certes vrai que lorsque vous lisez le préambule de notre Constitution du 18 février, il y a un élément qui est soulevé, c'est la problématique de la légitimité des institutions. C'est un grand combat que nous avons dans ce pays. C'est que notre pays, nous assistons aux élections qui sont déclarées démocratiques, même si au fin fond, elles ne le sont pas. Et puis à la fin, il y a des institutions qui sont déclarées non légitimes par le simple fait que nous n'avons pas respecté certaines procédures, certaines démarches. Moi, j'estime à mon niveau que l'abbé Chollet, en tant que prélat catholique, il devrait prêcher l'évangile. L'évangile qui consiste, n'est-ce pas, à inviter tous les chrétiens catholiques à prier pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans ces pays, que de prophétiser sur des tensions et des éventuelles revendications des institutions légitimes ou pas. Ben Kaimbe, aujourd'hui, il y a des candidats présidents qui ont déjà présenté leur dossier à la CENI. On peut carrément dire que l'abbé Chollet, le prélat catholique, Martin Fayoulou, appartient désormais au passé parce qu'on ne va pas tenir compte de leurs revendications, étant donné que la machine avance, comme l'a dit Guy. Merci beaucoup, cher Francis. Mais définir la question, comme vous venez de le définir, ce n'est pas lire les dessous des cartes en République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, pour comprendre la politique en République démocratique du Congo, ne soyez pas scientifique, ne soyez pas aussi religieux, restez sur les faits politiques. Ni moins philosophique. En tout cas, loin de là. Restez sur les faits politiques. Ici, je vais vous faire quelques révélations. C'est très important de le noter. Vous savez, nous sommes toujours attachés à nos câbles et que ces câbles-là ne nous trahissent jamais. Il faudrait d'abord ici noter, avant que j'en arrive, parce que vous me parlez ici des candidats accompagnataires, il faut les appeler comme ça, parce que ils connaissent leur sort, ces candidats-là. Il y a des gens évidemment, il y a des gens qui nous suivent, qui ont besoin... Je suis très sérieux quand je parle sur le plateau de CML13. Vous avez dit des candidats accompagnateurs. Bien évidemment. On est que musicien, hacké, Kobeta, chef d'orchestre, Kobeta, ce qu'on a vu. Enlever les rideaux, parce que nous savons qui d'entre eux a ne serait-ce que 60% d'assurance, 60 c'est trop, 20% d'assurance qui pourra être ne serait-ce que deuxième sur la liste des candidats présidents après les élections. Je ne vois personne. Non mais vous devez quand même être sérieux sur ces plateaux quand vous prenez l'exemple de Constant Mutamba. Mais Rex, pour le mettre à la tête de qui? Des grandes figures pour le de mettre à la tête diaspora. de qui? Vous allez mettre au niveau de qui? Mais aujourd'hui, Matata Tampono qui dépose sa candidature pour voir ne serait-ce que comment sauver son procès avec la justice. Parce que vous le savez, il n'a que ça comme alibi pour dire que je suis traqué parce que je suis candidat président de la République. Il s'est précipité. C'est ça la lecture politique qu'il faut faire. Vous voulez dire que Matata, le dossier est au pénal et par peur d'être condamné, il est... Mais il n'a que ça comme alibi. Même s'il faut vendre aujourd'hui, solliciter la miséricorde de la communauté internationale, il n'y a que ça comme alibi. Écoutez, je suis candidat président de la République, j'ai déposé ma candidature, mais on continue à me traquer parce qu'on a peur. Ça se fait partout en Afrique. C'est pourquoi je ne voudrais pas... Ça, ce sont des révélations de Ben Kaimbe. Je ne voudrais pas me retarder là-bas parce que je vous ai dit que ce sont des accompagnateurs. Allez. Mais revenons maintenant ici. Ils accompagnent ils accompagnent les pouvoirs, ils accompagnent quelques leaders qui ont encore de l'ancrage politique en RDC. Vous le savez. Je disais ici, parlons des élections. Parce qu'ici, j'ai comme l'impression, j'ai entendu les confrères ici, il est resté scientifique, il a fait de lecture religieuse à propos d'Ambon et tout consort. Moi, j'aimerais ici revenir sur les dessous des cartes. Aujourd'hui, l'opposition, notamment Martin Fayoulou qui a dit niet aux élections, s'est rendu compte qu'il s'enfonçait tout droit vers un mur. Parce que vous le savez, aujourd'hui, la politique congolaise reçoit à 100% les dictats extérieurs. Et que vous avez vu le nombre des ambassadeurs, le nombre des émissaires de la communauté internationale que nous avons réussi à République démocratique du Congo. Et tous ces mondes-là ont fait le tour de tous les cabinets pour rencontrer les leaders de l'opposition, y compris ceux aussi de la majorité. Et tous ces mondes-là ont fait comprendre à l'opposition aujourd'hui qu'écoutez,
notre partenariat avec les régimes en place continue encore en bonne et due forme, et que si vous vous mettez à l'écart du procès électoral, vous perdrez votre ancrage politique. Donc, et qu'aujourd'hui, tout le monde ici, écoutez, après ces consultations, aujourd'hui, tout le monde se permet d'annoncer la candidature de Martin Fayoulou. Tout le monde aujourd'hui, même bébé à la maison, comprend que Martin Fayoulou déposera sa candidature. Donc Fayoulou est partant. Bien évidemment, il faut suivre ses lieutenants. Mais maintenant, ici, se pose un seul problème, cher Francis. C'est un problème de la procédure qu'il faudrait enclencher pour qu'on récupère aujourd'hui ceux qui ont raté les trains. Kabila, Martin Fayoulou. Vous savez, ceux qui souhaitent, en tout cas pour leur honneur, pour qu'ils entrent par la grande porte, ils souhaitent qu'on crée ne serait-ce qu'un contexte d'un dialogue, ou sinon on crée les assises pour qu'ils retrouvent une place au choix. Ça veut dire venir, entrer par la grande porte et récolter tous les honneurs possibles. Arriver aux élections avec un triomphalisme qui remet aujourd'hui une quota de la popularité qu'ils ont perdue pendant ces temps où ils ont boycotté. Donc pour eux, c'est une gloire. Écoutez, on a arrêté la machine pour nous. Mais il faut on nous a attendu. Il faut suivre quelques lieutenants de la Mouka. J'ai suivi ce matin Prince Epeng qui dit, vous permettez que je dise à Ningala parce que la vidéo, il parle à Ningala. Boyo ke la biso, même Kabila Zalaki Soda, Abandaki Koyoka. Même si vous êtes illettré, vous êtes à mesure de comprendre, de déduire ce qui est transmis comme message. Donc, bien évidemment, la vidéo est là, j'en ai dans mon téléphone. Ça veut dire Boyo Kabiso. Koyoka là en politique, c'est quoi? C'est se mettre autour d'une table et discuter. Parce qu'aujourd'hui, j'ai partagé avec quelques experts, je vis les possibilités qui sont envisageables. Par exemple, aujourd'hui, on voudrait par exemple nous faire croire aujourd'hui, parce que la liste est définitive et toujours attendue du côté de la Cour constitutionnelle. Ouais. Vous verrez peut-être une liste qui est publiée. On vous dit que, écoutez, la Mouka avait déposé une liste, mais il a déposé sans trompette ni tambour. Ouais. Écoutez, ils sont là sur la liste. Ah bon, ce schéma-là va humilier aujourd'hui Martin Fayoulou. Martin Fayoulou n'est pas d'accord avec ce schéma. De l'autre côté, on lui dit, écoutez, il faudrait carrément que l'Église catholique continue à enflammer l'enjeu politique pour que, lorsqu'il y aura clameur publique, nous voyons comment apaiser la tension. Parce que lorsqu'il y a clameur publique, les chefs de l'État ou sinon, parce qu'il ne faut pas revenir sur l'indépendance de la CENI, elle est dictée par la politique. Si aujourd'hui le régime se dit, bon, il y a clameur publique, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les bains de sang République démocratique du Congo? Revenons autour de la table, créons une brèche, insérons les amis. Ça aussi, c'est notre schéma possible qui permettrait aujourd'hui à Martin Fayoulou de garder sa notoriété. Et toutes ces démarches parce que aident Martin Fayoulou à garder sa notoriété. Parce que ça va profiter à la République de quelle façon? Permettez que j'avance. Parce que l'inquiétude de Martin Fayoulou était que s'il participe dans un processus auquel il n'a pas fait prévaloir la notoriété, l'ancrage politique qu'il a, il risque d'être sapé. Imaginez-vous qu'on organise des élections, parce que selon ce qu'on a entendu dans le couloir, les officines, on organise des élections et que Martin Fayoulou sort 7e de la liste avec 4 députés. Eh bien, qu'est-ce qu'on dira? Il s'est autoproclamé leader, président élu, soldat du peuple. On va étouffer l'ancrage politique de Martin Fayoulou. Alors, pour aller aux élections, Martin Fayoulou sollicite les garanties possibles. Donc ici, le problème, c'est avec la personne de Martin Fayoulou. Ça n'a rien à voir avec les intérêts de la République. Tout ce qui se passe avec la CENI n'a rien à voir avec les intérêts de la République. Parce que derrière la solution en République démocratique du Congo, ce n'est pas les élections, chers amis. Ne nous volons pas la face. Les remèdes pour les problèmes congolais, ce n'est pas les élections. Alors, les élections, vaille que vaille, selon le calendrier, il faut dire que Denis Kadima jusque-là est en train de respecter à la lettre les grandes dates comme prévu, les grandes dates du calendrier électoral. En tout cas, ça nous fait vraiment croire que là, la machine a démarré comme l'a dit Henri et qu'il n'y a plus moyen d'attendre Kabila avec ses revendications, de l'autre côté Fayoulou avec son combat de tous les jours de leadership en quête de notoriété. Merci beaucoup, Francis. Je sais qu'Assemble est partant. Donc... tout naturellement, nous sommes là, mais on n'est pas amené comme de chèvres. Hein. On est là. Des accompagnateurs. Vous serez, l'Assemble aussi sera je vous dis, comme accompagnateur. Malheureusement, ça c'est un concept. Malheureusement, oui. Chez nous, ça n'arrivera pas.
Et s'il y aura les élections dans ces pays, et si Moïse Katumbi déposera sa candidature incessamment, c'est lui qui sera proclamé élu président de la République au mois de décembre. Vous me rappelez Chadari. Je vous garantis cela. Arrêtez de nous rappeler Chadari sur ce plateau. Non, je vous dis ceci. Je vous dis que s'il y aura des élections dans ces pays, au mois de décembre, on proclamera Moïse Katumbi président de cette République. Donc là, ne vous en faites pas. Je voudrais revenir rapidement sur ce que mon ami a dit, Ben. Et nous devons d'abord savoir que déjà, le processus électoral depuis Sun City, c'était une conception du consensus. Ils ont pensé que pour faire organiser les élections chez nous, il faut que nous soyons d'abord ensemble. C'est pourquoi vous voyez, même la composition de la CENI, c'est le fruit du consensus, où vous avez l'opposition, la majorité et la société civile. C'est-à-dire que le dialogue a déjà commencé depuis Sun City, depuis la composition même du bureau de l'organe qui organise les élections. Si on avance avec Kadima, déjà son installation ou sa présence dans ce bureau-là a posé problème. Nous sommes tous témoins. Les opposants, ce que Guy a dit, malheureusement, peut-être il a oublié, les opposants n'ont pas commencé à revendiquer aujourd'hui. C'est depuis l'installation du bureau de Kadima. Nous avons perdu un expert, une intelligence comme Malunda à cause de Kadima, qui n'a jamais prouvé, moi personnellement, il ne m'a jamais prouvé qu'il est expert, comme il faisait trop de bruit. Mais il respecte le calendrier. Vous l'attendez. Le processus électoral, ce n'est pas le calendrier. C'est pourquoi je vous dis. Vous auriez voulu qu'il fasse quoi? Les élections, ce n'est pas seulement le fait de prendre les bulletins et d'introduire dans l'isoloir. Ça ne suffit pas. Il y a tout un processus. Et ce processus-là n'est pas respecté. Il y a des préalables. Je vous dis que la présence de Kadima au bureau de la CENI, ça a posé problème. Les opposants ont dénoncé. Vous avez vu comment nous sommes avancés. D'ailleurs, je vais vous donner les cas récents de dépôt de candidature de députés nationaux, où des partis se sont retrouvés, un parti qui avait seulement 15 députés, qui n'a pas atteint le seuil, mais par magie, Kadima dans son bureau Kadima dans son bureau avec un groupe de gens, le lendemain on trouve, non, mais mon grand frère se retrouve, non, nous avons atteint le seuil. Comment? Non, on traitait les dossiers, mais pourquoi vous avez publié provisoirement ces résultats? C'est-à-dire, même dans les bureaux, les gens continuent à atteindre le seuil. C'est-à-dire que comment vous allez faire confiance à des gens pareils? À une CENI pareil, comment vous pouvez faire confiance? Je vous dis, si nous avons refusé de laisser ces couloirs à Félix Tshisekedi, c'est parce qu'on savait. Rappelez-vous la jurisprudence qu'on nous rappelle tous les jours de l'UDPS en 2006. On va vous dire non, ils ont refusé, ils ont boycotté les élections et nous sommes allés aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être les Chadari ont oublié. Ils ont oublié que Félix Tshisekedi, si nous lui laissons tous les couloirs, il sera président de la République et il va s'imposer sur nous comme il le fait aujourd'hui. Il fallait être dans le processus et continuer à discuter. Ils oublient que les arrêts de la Cour sont opposables à tous. Non, mais malheureusement je vous dis, sur votre plateau, je vous avais rappelé ici que les amis qui sont en face de nous ne sont pas de bonne foi. Les amis qui sont en face de nous, qui sont dans cette union sacrée, ne sont pas de bonne foi. Et à la dernière minute, ils vont nous brandir l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Tout ce qui va manigancer, nous n'aurons plus de discours parce que les bases, Kabila nous a laissé de très mauvaises bases. Il ne fallait pas faire des aventures avant. Ces gens ici vont profiter de ce que vous avez laissé comme base et nous maltraiter. Qu'est-ce que vous allez dire? Chader crie sur non, personne ne peut nous intimider, alors que le premier à être intimidé, c'est lui. Le premier à être intimidé, c'est lui et son parti politique. J'ai dit, si Kadima n'a pas encore compris, comme mon ami a dit qu'on n'a plus le temps de négocier, et on n'a plus le temps de discuter, non, le temps est là. Il faut qu'on parte. Je vous dis, le temps est là. Comme c'est un fruit des consensus, l'organisation des élections chez nous, j'aurais souhaité que ce dialogue ne se fasse pas sur le format politique, mais que ça se fasse toujours devant la CENI, comme il a reçu les dirigeants de l'opposition, qu'il continue à consulter s'il y a une question qu'on pose à la CENI, mais pas posée à Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi ne nous donnera jamais de bonnes réponses. Lui, il a besoin qu'on aille aux élections, vaille que vaille, pour qu'il soit réélu. Le souci, c'est que pour nous, c'est d'être vigilant avec la CENI. Je continue à dire, je viens de chez moi à Katakokombe, où vous trouvez des gens jusqu'aujourd'hui qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont trouver les témoins. Comment ça? Non, mais je vous dis, pour trouver les témoins, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous trouverez un candidat. J'étais chez moi, je vous ai dit, j'ai fait presque 2 mois. Le dépôt des candidatures, les gens arrivent,
Il arrive, il vient de Kinshasa, il arrive, il commence à chercher les candidats sur le terrain. Moi, je suis de l'opposition, je suis contacté par un parti de la majorité. Doudou, si tu connais un garçon que tu peux nous donner, je vous dis sincèrement, c'est de l'aventure. Même de Maramni, au sérieux. Non, mais je vous dis la vérité, dans ce pays, c'est de l'aventure. Les gens ne savent même pas pourquoi ils postulent. Il arrive, non, les grands frères m'ont dit que moi, je serais suppléant. Pour faire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème dans ce pays. Lui-même ne comprend même pas le rôle de suppléant. Non, parce que dans leur tête, c'est que déjà, les résultats sont déjà connus avant même les élections. Que non, comme vous êtes de l'opposition, Doudou, vous allez vous battre, mais nous ici, on n'acceptera pas l'opposition. On vous dit déjà comme ça. Chez nous ici, il n'y aura pas l'opposition, nous allons nous battre. Ici, c'est le président de la République que nous sommes. Et vous posez la question, mais montrez-moi ce que Félix Tshisekedi a fait chez nous ici au Sankourou, qui peut vous pousser à les voter. Attends. Il n'y a rien. Il y a un élément important qui me vient en tête. Oui. Vous étiez à Katako combien de mois? J'ai appris que vous avez installé un forage d'eau. Oui. Qu'est-ce que ça en a eu, ça a donné Non, merci beaucoup. D'ailleurs, il fallait que je vienne avec les images. C'est pour la première fois, depuis que Katako Centre existe, qu'ils ont connu un forage d'eau. Depuis. Peut-être l'existence de notre territoire. Ah, c'est pas possible. Je vous dis, depuis l'existence. Non, moi, je vais citer des noms. Dans le territoire de Lutundula, de Chokitondo, c'est la première fois qu'on retrouve un forage d'eau. Ok, lorsque vous citez les noms des mécéniques... Moi, je vais citer des noms. Je vous dis qu'ils ont fait... Parce que ce sont des ressortissants du Sankourou de Katako. Tout naturellement, mais peut-être l'eau n'était pas une préoccupation pour eux. A une priorité. Voilà, peut-être c'était d'autres choses, ils se sont préoccupés à d'autres... Quelqu'un peut s'occuper de sa femme ou de ses enfants, quelqu'un peut se préoccuper aussi ça ne sont que des préoccupations ou de ses copines, c'est normal. Mais seulement, Laura Onyemba, cette fois-ci, a fait quelque chose de très important chez nous. C'est la première fois que nous avons un forage d'eau à Katakokombe, où si j'avais les images, les amis allaient regretter parce que c'est pour la première fois qu'ils verraient les Sankourou. Les gens se battent pour avoir de l'eau. Je vous dis, chez moi, les gens se battent pour avoir de l'eau à boire. Donc, mais vous avez cité les noms, les gens qui étaient même le directeur de cabinet du président de la République. Non, venez me poser des questions. C'est moi qui ai cité vos noms. Francis, ça, je vais vous dire quelque chose. J'étais avec un aîné à Katakokombe, il me raconte un peu comment ils étaient avec le président de la République et tout. Il dit non, ce jour-là, on causait avec le président, on échangeait. Je n'ai pas cité le président, si c'est celui qui est maintenant, je n'ai pas dit le nom du président. Non, ça pourrait être même le président de la CENI. J'ai causé avec le président de la République un jour, on causait avec lui, c'est un vieux, hein. On causait avec le président de la République, ce jour-là, on prenait les champagnes et tout. J'ai posé la question. Parce que moi, je ne comprends pas. Lorsque vous rencontrez le président de la République, est-ce que vous parlez de vos histoires des copines? Vous parlez de vos provinces, de vos territoires. C'est de vos copines, parce que moi je ne peux pas m'imaginer, moi Doudou Longombe, rencontrer le président de la République. D'abord, il n'a pas assez de temps pour moi. Je profite de glisser quelque chose pour ma province. Donc, moi-même, 2 minutes, j'ai dit excellence. Moi, je suis avec vous, mais vous savez que chez nous, il y a un problème d'eau. C'est-à-dire que la situation là, lorsque vous faites pour loi là-bas, n'oubliez pas, parce que chez nous, là, on fait trop de bruit, sinon on ne va pas nous voter. Mais lorsqu'il rencontre mes aînés qui sont là, que vous connaissez, qui sont même aujourd'hui à côté du chef, qu'est-ce qu'ils disent au chef? Non, moi j'ai beaucoup de femmes, regardent le ventre et tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent au chef? C'est ça la question que je me pose. C'est pourquoi les Sankourou restent à cet état. Et cette fois-ci, nous avons opté pour le changement. Et la population est derrière nous. Là, je suis sûr. Et c'est possible. Merci. Alors, Henri, je voudrais un dernier commentaire par rapport à ces sujets des élections. C'était une parenthèse avec tout. Je voudrais faire un tout petit commentaire par rapport à la question électorale. J'ai envie de dire à Ben qu'entre la CENI et la Cour constitutionnelle, il y a possibilité que dans cet intervalle-là, que les choses s'arrangent, il y a possibilité qu'une brèche soit ouverte pour que... Parce qu'il faut donc de la gare centrale... Tout à fait. Il faut le dire. C'est pas à ces stades où les gros poissons voudraient mieux venir avec les ovations en procession, voulant entrer par la grande porte. Et pourtant, lorsque la grande porte était disponible, ces gros poissons étaient absents. Ils voulaient à tout prix qu'on puisse... Ils étaient à la petite porte. Voilà, ils ne voulaient pas en fait. Moi, je crois qu'il y a une possibilité d'ouvrir une brèche. Faudra-t-il que les uns, tout comme les autres, s'humilient sous la main puissante de la CENI, afin que nous puissions avoir les élections. Sankourou m'intéresse. Je crois qu'il y a quand même un projet qui est mis en place par le gouvernement congolais, le projet de développement local des 145 Non, il n'y a rien. Chez nous, ça n'existe pas. C'est une information. Je vous dis, au Sankourou, il y a rien. Les autorités nous suivent. Il faut prendre en compte ce que... J'ai dit devant tout le monde, au Sankourou, ça n'existe pas. Et ça n'existera même pas parce qu'il n'y a pas un projet. Il n'y a rien. Même le début de commencement, il n'y en a pas.
Il n'y a rien. Même l'aéroport de l'Odja, c'est de l'aventure pour on a vu les gens être transportés. Vous posez la question au ministre, le ministre vous dit, c'est le premier ministre vous dit, non, j'ai déjà signé. La situation est toujours confuse. Il n'y a rien. Très bien. Allez-y, Henri. Moi, je crois que Sankourou, ayant cette renommée de nous avoir produit la crème des crèmes intellectuelles dans ce pays, estimait que le forage de mon frère Doudou serait le premier forage au sein de Sankourou. Je dis que... C'est au chef-lieu du territoire de Katagoko. Non, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre judiciaire donc? Non, c'est comme ça. Allez-y, Henri. Moi, je crois, comme l'a dit Doudou, notre pays, notre constitution, nos institutions sont basées sur un autre aspect du triomphalisme, du consensus sur les décisions judiciaires, tout comme politiques. Je crois qu'il a encore temps que la CENI puisse créer une brèche pour nos amis qui sont encore en retard. Mais pas arrêter la machine définitivement. Non, on ne peut pas arrêter la machine. Voilà. On ne peut pas arrêter la machine. Mais seulement, j'ai dit à mon frère Ben que la procession, les ovations, la gloire que certains candidats voudraient la notoriété avoir, parce qu'il en a. C'est pas possible. Il faut qu'il puisse s'humilier sous l'organisation de la CENI par un consensus, par un dialogue, par une brèche ouverte, afin que nous puissions aller tous aux élections. Ben, vous comprenez qu'on ne va pas arrêter la machine à cause des gens qui cherchent la notoriété parce que ça ne profite pas à la République. Bien, sur ce point-là, quand même, vous êtes d'accord avec Henri? Mais j'aimerais ici déjà confirmer que c'est une évidence. Martin Fayulu va déposer sa candidature. Et c'est une très bonne chose, ça va aider le pays à avancer. D'ailleurs, les cas évoqués ici, c'est les cas de Malo Malo à l'époque, parce que Malo Malo a laissé une brèche pour l'UDPS, pour que l'UDPS dépose, parce que l'UDPS aussi, en son temps, avait les mêmes caprices qu'a aujourd'hui les camps Lamouka, et qui Malo Malo avait ouvert cette brèche-là. Mais après, je ne sais pas si nous sommes... C'est les mêmes circonstances, nous sommes dans les mêmes cas pour que Denis Kadima puisse trouver aussi une brèche. J'aimerais ici dire à Henri et que pour les politiques, généralement, c'est en premier lieu d'abord sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, je parle du contexte parce que j'aime bien qu'on réfléchit et que les analyses que nous faisons sont basées sur la culture congolaise. Je n'aimerais pas que nous réfléchissions comme si nous étions aux États-Unis. Ici, en République démocratique du Congo, le leader politique en République démocratique du Congo travaille en premier lieu pour conserver la notoriété. Je vais vous donner les cas. Par exemple, de Denis Sessanga qui en profite aujourd'hui pour se faire un ancrage. Ça veut dire que vous savez que les séances précédentes, il n'avait pas cette force qu'il a aujourd'hui, mais il essaye d'avancer. Ça veut dire que chaque leader, lorsqu'il construit sa notoriété... Il est aussi candidat lorsqu'il construit sa notoriété, il en est très fier, il est très jaloux qu'on touche à cette notoriété. C'est raison, c'est tout à fait normal aujourd'hui de voir Martin Fayulu, quoi qu'acceptant de rejoindre le train qui est déjà en marche, sans vouloir l'arrêter, mais aussi de solliciter des garanties parce que selon tous ces lieutenants, on dit que Martin Fayulu est prêt. D'ailleurs, peut-être que la semaine prochaine, il ne touchera pas à sa fin, il déposera sa candidature. Mais avant ça, il attend des garanties venant de la CENI pour ces lieutenants qui l'accompagnent. Alors, vous savez, je voulais revenir sur une chose. Quand vous avez parlé de candidats accompagnateurs, vous avez dit que l'idée n'a pas via un des cas. Alors, on prend la deuxième thématique de cette émission. Oui, ça c'est vrai. Il y a des candidats où même pas on a voté. Donc, on a vous embrouillez la situation inutilement. Hein? Et puis, beaucoup d'argent à la CENI là au lieu de construire quelque part. Alors, 3 mois de prorogation du mandat de la force régionale. Est-ce que c'est une opportunité et quels sont les enjeux pour ces 3 mois? On est obligé de rester avec cette force à l'est de notre pays 3 mois. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qui a changé depuis qu'ils sont là? Depuis que les éléments de la force régionale sont à l'est? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Alors, entre-temps, on est obligé de rester avec les éléments de cette force pendant 3 mois, le temps d'évaluer encore une autre opportunité de prorogation. Ben Kaimbe, vous avez la parole par rapport à cette question de l'ASC. Merci beaucoup, cher Francis. L'ASC plutôt, voilà. Il faut rappeler que c'est d'abord une décision qui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, continue de soulever beaucoup de controverses. Ça veut dire que
jusqu'à aujourd'hui, plus d'un Congolais ne savent pas comment nous sommes arrivés à prendre cette décision. Parce que c'est une décision qui engage tous les Congolais. Non, il faut souligner, cette décision n'est plus coupable de manière spéciale ou spécifique la RDC seulement, mais ce sont le président, les chefs d'État de la région, de la sous-région, qui ont décidé à ce que on rajoute encore 3 mois à cette force. Et la République démocratique du Congo appartient à ces chefs de l'État. Mais bon, nous faisons partie de cette force. Beaucoup de temps pour ça, j'ai beaucoup regretté, cher ami. Est-ce que ces pays-ci appartiennent aux chefs d'État? Parce qu'il faudrait. Nous sommes membres de je commence d'abord par ce qui est très important. Puisque nous y sommes déjà, on réfléchit comment il faudrait se retirer de cette. Parce que plus d'un Congolais aujourd'hui pense que cette force-là ne fout absolument rien sur le sol congolais. Mais regardez ce que dit les textes. Je suis dans la charte de l'EAC, l'article 145. On parle des retraits d'un membre. On dit ceci. Un État membre peut se retirer de la communauté à condition que A. L'Assemblée nationale de l'État membre le décide par une résolution appuyée par au moins le 2/3 de tous les membres ayant les droits de vote et que l'État membre notifie le secrétariat général de son intention par écrit 12 mois avant. 12 mois. On parle de 12 mois. Donc, si aujourd'hui, la République démocratique du Congo s'inscrit dans un schéma de retrait de l'EAC, on devait avoir une session extraordinaire ou sinon entendre le président de l'Assemblée nationale programmer ces points à l'ordre du jour. Donc, dur que nous devons débattre au minimum les 2/3 des élus nationaux, débattre sur la question du retrait de la République démocratique du Congo dans l'organisation de l'EAC. Donc vous soutenez ce Mais aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, cette question n'a jamais été débattue. C'est qu'on est content du service rendu par ces éléments. Mais qui est ce tout premier citoyen de la République démocratique du Congo qui a, je vais aller à l'extrême par exemple, qui a failli en venir même aux mains avec ces généraux qu'on a fini par remplacer, pour dire que vous ne faites absolument rien. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut encore qu'il puisse vivre de plus? Est-ce que aujourd'hui, le régime en place n'attend que l'extrême pour prendre des décisions? N'attend que le pire arrive pour prendre des décisions? Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo estime que ces troupes ici n'ont pas rendu les services, ou sinon, le travail offensif comme nous l'attendions, ça n'a pas été fait. On a promis beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Et qu'à ce moment ici, on devait avoir déjà une correspondance qui tombe sur la table du secrétariat général, annonçant déjà les retraits de la République démocratique du Congo. Et plus grave, pour citer le dernier paragraphe, on dit ceci. Nonobstant les retraits effectifs d'un État membre, à l'issue de l'expiration du délai, cet État continue d'être responsable des engagements à long terme qu'il a souscrits alors qu'il était membre de la communauté. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les engagements pris par la République démocratique du Congo, dans le cas de l'EAC, vont rester en application même si la République démocratique du Congo se retire. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est comme ce sont les autres qui ont plutôt décidé. C'est à se demander, ces gens-là. cher ami, c'est à se demander, est-ce que lorsque la République démocratique du Congo a pris cette décision, n'y avait-il pas de conseillers juridiques pouvant expliquer clairement au chef de l'État tout ce qui est écrit? Ça veut dire que si aujourd'hui la République démocratique du Congo a cédé une exploitation par ailleurs, parce que des choses qu'on ne se dit pas. Vous savez qu'aujourd'hui, à partir de l'EAC, les Kenyans deviennent une puissance économique. Aujourd'hui, au Kenya, on fabrique les microprocesseurs. Vous verrez plus tard Samsung venir s'installer au Kenya. Aujourd'hui, avec l'EAC, vous pouvez créer une entreprise au Kenya, vous venez investir en République démocratique du Congo. Ouais. Aujourd'hui, ils tiennent beaucoup de banques ici en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, si vous êtes Kenyan, vous voulez prendre un prêt ici, vous pouvez donner votre gage une maison, sinon un bien qui se situe au Kenya. Donc ça veut dire que même l'économie aujourd'hui est en train d'aller vers les mains des Kenyans. Alors, ça on ne dit pas. Parmi les revendications, d'après les informations en notre possession, le dernier carnage qu'il y a eu à Goma, parmi les revendications des manifestants, il y a eu le départ. Ils exigeaient d'abord le départ de la MONUSCO et de cette force régionale, ce qui a causé, qui a coûté vie à plusieurs Congolais qui sont à l'Est, et maintenant que
on décide d'accorder encore 3 mois de plus à la force régionale. Merci Francis. Je voudrais rapidement revenir sur la situation des élections. Je voudrais rappeler à tous les Congolais que le processus électoral avance. Il faut qu'on se prépare. Le fait de vouloir faire semblant, à la dernière minute, ça va nous créer trop de problèmes. Et je salue l'intelligence et la sagesse du président Moïse Katumbi, qui, dans ce sens-là, il nous encourage d'aller de l'avant, mais d'être vigilants. Sinon, ça sera très compliqué. Nous allons risquer de laisser ces pays à l'UDPS et ses alliés de continuer à nous maltraiter comme ils le font aujourd'hui. Donc, la meilleure des choses à faire pour nous... Là, vous parlez en militant. Je vous dis, la meilleure des choses à faire pour nous, c'est de nous préparer aux élections. Alors, je reviens rapidement... Par rapport à l'EAC. La première des choses, vous êtes témoin, et Ben, je pense qu'il est aussi témoin, chaque fois que je viens ici sur ces dossiers de l'Est, je vous ai toujours dit que nous avons invité des aventuriers, le terme que j'ai toujours employé, et des petits voyous qui sont venus piller la République. Ces gens-là ne feront absolument rien, et je répète, peut-être la énième fois sur cette émission. Francis, depuis la venue de ces gens, depuis qu'ils sont là, donne-moi un résultat. Dis-moi qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement chez nous. Ces militaires de EAC, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Ils ont été même accusés de coaliser avec le 1v3. Ce n'est pas accusé, c'est ça la vérité. On leur rajoute encore 3 mois. Je vous dis, ça sort des officiels où on vous dit qu'à Bunagana, on continue à prélever le taxe. C'est LM23 et l'EAC. La question que je me pose, sincèrement, parce que je ne reviens plus sur cette histoire de ce que Ben a lu, j'ai lu cette charte du début à la fin, je connais très bien, et je disais à l'époque que nous avons vendu notre pays. Et ça sera très difficile qu'on puisse s'y prendre vers la fin, parce que, regardez, pour les retraits seulement, regardez les conditions. Et jusqu'à présent, Ben, c'est pour moi ne pour rien, parce que la République n'a même pas cette volonté de se retirer. Il n'a fait que présenter des intentions. Non, c'est ce que j'ai dit. L'État congolais n'a même pas l'envie de se retirer, même si le chef de l'État s'est énervé, même si je rejoins mon ami, mon jeune frère Patrick Lokala, qui dit qu'on est assez de ces énervements. Le chef de l'État s'énerve, alors qu'à la suite, il n'y a rien. Je veux Ben a donné cet exemple. Le chef s'est énervé devant un général. Mais à la fin, qu'est-ce qui a suivi? Le général est toujours là. Non, le général est là et assez là, il n'y a aucune conséquence. C'est pourquoi je vous dis, nous avons vu ici devant l'ambassade du Rwanda, parce que les Congolais ont revendiqué le départ de comment il s'appelle, monsieur l'ambassadeur Vincent Karega. Vous avez vu comment les Congolais étaient maltraités par notre police. Aujourd'hui, nous comptons des morts par la garde républicaine parce que les Congolais ont marché contre la MONUSCO. C'est-à-dire que et la MONUSCO et l'EAC, des orchestres très bien encadrés par l'État congolais pour maltraiter les Congolais. Je suis désolé de le dire. Parce que je ne comprends pas. On vous dit que la MONUSCO actuellement est improductive. Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous demandez les munitions, ils n'en ont pas. Vous demandez ça, ils n'en ont pas. Ils n'ont rien. Alors qu'est-ce qu'ils font chez nous? Mais Katumbi est contre. Ils sont là. S'il vous plaît. Je dois vous le rappeler. Non. S'il vous plaît. Vous savez, la MONUSCO a une branche militaire et une branche purement économique et sociale. La MONUSCO comme militaire, je vous dis qu'ils ne font absolument rien. Les militaires que vous voyez, voilà, vous dire, sont des Bangladesh, les gens qui ne se sont jamais battus, qui n'ont jamais combattu. Donc, on prend les gens de la formation qui ne savent même pas la guerre, on les amène ici dans les véhicules. Ce n'est pas ça. On ne nous amène pas de guerriers ici dans ce pays. Ils n'aident pas, ils sont là pour aider la République. Parfois des plombiers ailleurs, ici on est militaire. Je vous dis, ce sont des aventuriers qui sont ici, ils ne feront absolument rien. Même les amis de l'EAC, ce ne sont pas de vrais militaires. Donc ils sont devenus plombiers à l'Est. Je vous dis, ils sont pour venus, la plupart, ils réparent le tuyau de la régie des autres. D'ailleurs, si tu n'as pas d'informations, ils ont mis au monde avec beaucoup de nos jeunes filles à l'Est, l'information que j'ai. Je vous dis, ça reste quelque chose qui me tourne dans ma tête. Est-ce que le gouvernement n'organise pas une autre chose avec ses partenaires? Nous disons que ces gens-là ne font rien. Ils coalisent avec le M23 et le Rwanda. Alors, vous continuez à garder ces gens-là sans nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont déjà fait depuis qu'ils sont là. Ils ont mis au monde avec beaucoup d'annonceurs. Ça va encore nous poser un problème des pères et des mères. Et ça va aller comme ça. Non, ce débat est déjà fini. J'ai fini en disant, allez-y. Si les chefs de l'État nous écoutent,
des fois, il a toujours été dans des problèmes pareils. Il écoute la population. Très sensible. Voilà. Et aussi, il prend... Fati Ayoka Kabaz, c'est comme ça qu'on l'a toujours dit. Non, Ayoka Kamasa la Kate. Cette fois-ci, qu'il ait ce courage-là, il y a Koyoka Pekosala. Nous n'avons plus besoin, Excellence, s'il vous plaît, nous n'avons plus besoin de ces gens-là. Ils ne font rien. Les armes qu'ils ont amenées, nous avons vu à la télé, non? Cet arsenal militaire, c'est passé où? Nous continuons à coaliser avec les Luganda pour les opérations des ADF. Mais l'Ouganda fait passer les M23 calmement jusqu'au Congo. C'est de l'Ouganda que les M23 fait des va-et-vient. Ouais. Il n'y a aucun problème, mais nous sommes très bien avec l'Ouganda. Ça, c'est grave. Alors, la question que j'ai... Sincèrement, vous savez, ça me pousse à réfléchir comme s'il y a... Il y a un mot très dur que je voulais prononcer, mais toutefois... Regarde les mots mais toutefois, ce que nous demandons au chef, c'est de revoir un peu parce que la population à Namar et aussi nous ne faisons plus confiance à ces gens-là. Et aussi longtemps que nous ne faisons plus confiance à ces gens-là, vous risquerez aussi que la population ne vous écoute plus. Vous avez vu ce qui s'est passé à Goma. Je ne prédis pas, mais il faut que nous évitons que ça se répète. Et un élément, Francis, il faut aussi savoir que l'état de siège nous a seulement produit, selon les informations que nous avons reçues tous, le chef l'a dit à haute voix, ils ont augmenté les recettes. Ce qui est une bonne chose. Voilà. C'est-à-dire que nous, là, nous avons décrété l'état de siège pour augmenter les recettes. Et la finalité de la proclamation de l'état de siège, c'est pour augmenter les recettes. C'est seulement dans mon pays où j'attends ça. Ailleurs, dans un pays sérieux, ça ne se fait pas de cette façon-là. Il faut revoir. La force régionale. Bon, quelle que soit la forme de la question, moi je me lance. Allez-y, lancez-vous. Je me dis, diable qui es-tu pour nous envoûter à cette dimension d'adhérer à la force régionale de l'EAC? Parce que vous vous imaginez, Francis, qu'il y a maintenant 9 mois que les vrais débats n'existent pas au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous informe. Le vrai débat, voilà. Il est absent. Il n'est plus là. Les temples sont vides. Parce que vous vous imaginez, lors de la ratification de la charte de l'EAC, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Mbosso Kodia Kwanga a estimé. Oui. Il a estimé qu'il y avait urgence. Comment ça vous dites qu'il n'y a pas de débat, mais il a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence. Et pourtant, il y a eu un quota des députés qui se sont opposés, n'est-ce pas, à la ratification de la charte. Parce que l'EAC n'a que 7 membres. Parmi les membres de l'EAC, il y a le Rwanda. Voilà. Parmi les membres de l'EAC, il y a l'Ouganda. Les agresseurs. L'Ouganda qui ouvre une brèche au M23 de faire les allers et retours. 20 000 personnes sur le territoire congolais de la partie Est qui représentent la force de l'EAC. Le budget de l'EAC, de cette force, est financé à 70% par le gouvernement congolais. Oui. Vous vous imaginez? Et pourtant, une question comme celle-ci, aussi délicate soit-elle, elle devait être soumise à l'appréciation des députés afin de réfléchir. Vous vous imaginez que sur notre propre territoire, nous invitons une force étrangère dans cette géopolitique régionale. Et cette force arrive, au lieu de jouer le rôle pour lesquels cette force a été invitée, elle va aller commencer à collaborer avec l'homme 23. Vous imaginez? Ce qui est très grave. Je me rappelle au 21e sommet extraordinaire je crois, du Kenya, Kenya, Nairobi, Giscard Kusema, le directeur adjoint de la communication de la présidence, était en train de mettre un argument important, mais que je n'ai pas vu être mis à l'œuvre. Donc voilà, il faudra que nous puissions proroger, mais avec un mandat redéfini. Mais quel est le bilan de l'EAC? Quel est le bilan de cette force sur notre territoire? Quel est le bilan? Le bilan, il est foutu. Vous vous imaginez, à Kichanga, à Rutshuru, le M23 perçoit des impôts. Et même récemment, le M23 a nommé des administrateurs. Oui, oui. Vous vous imaginez un peu. Pendant que cette force est là. Pendant que la force est là. Et pourtant, au niveau de Kinshasa, on joue à une vraie farce. Moi, je voudrais ici demander aux députés courageux d'inviter au niveau de l'Assemblée nationale le ministre Christophe Lutundula. Je crois que c'est de lui qu'il s'agit. Oui. Afin qu'il nous dise qu'est-ce qui se passe concrètement. Parce que ça nous a pris 3 ans pour adhérer à l'EAC. Ça nous prendra encore plus de 3 ans pour les retraits.
Est-ce que les retraits au rendez-vous? C'est la non, question. non, mais Les retraits n'est même pas au rendez-vous. Le retrait n'est même pas au rendez-vous. Le retrait n'est pas au rendez-vous. J'estime à mon niveau qu'aujourd'hui, si nous voyons ce qui se passe à l'Est, c'est parce que le gouvernement congolais a failli à sa mission. Il faut qu'on se le dise. Cette force l'EAC avait qu'une seule obligation. On parle de l'obligation des résultats. Parce qu'elle a des moyens. Le budget est financé à 50% par notre gouvernement congolais. C'est que cette force, comme elle a échoué, elle n'a qu'à plier bagage. Et là, je dois vous informer que l'intervention ou l'éventuelle intervention d'une force ne fait pas partie, principalement dans les missions de l'EAC. Non, ça n'a rien à voir. Il y a un objectif beaucoup plus sur l'intégration économique. Voilà. Ben l'a dit. Tout naturellement. C'est que nous avons ouvert une brèche à un ressortissant de Nairobi de venir au pays, investir, même mettre en location de maisons ici au Congo, ayant des avantages en termes fiscaux, parce que nous avons voulu la force de l'EAC. Moi, je voudrais ici m'adresser à ceux qui décident, au chef de l'État. C'est vrai, Doudou l'a dit, à Yokaka, mais à ça, l'a raté. C'est vrai, il a fait des reproches sévères aux amis de l'EAC. Mais à la fin, on assiste à une prorogation pour 3 mois. C'est beaucoup. Je me dis que c'est de trop. Je me dis qu'il est grand temps de rattraper les bons sens de la gouvernance. Sinon, le carnage de l'Est va encore se répéter parce que la population avait déjà compris qu'il fallait chasser cette force-là. Trouvons un mécanisme. On ne devra pas agir à la va-vite, mais trouvons un mécanisme qui puisse nous permettre de rétablir notre propre force sur l'État congolais. Parce que les amis de Ouazalendo, je vous informe, ils ont été réinsérés au sein de notre armée. Je vous informe. Ce sont eux qui sont au front. Ils n'ont pas reconnu ceux qui ont marché là, pour votre information. Ce qui revient à dire que les cantonnements qui devaient être faits, on n'a pas de résultats. La réinsertion qui devait être faite dans la province du Maniema, on n'a pas de résultats. C'est qu'il n'y a pas un bilan que l'EAC devra défendre dans notre pays. Merci beaucoup, Henri. Bon, vous savez, il y a le match. Je crois qu'à quelques minutes, c'est le coup d'envoi. Mais permettez que je lise ce petit article d'Alternance procédé sur cette force. L'Alternance dit Goma, la force régionale de l'EAC insolvable. Salariés et bailleurs accumulent 13 mois impayés. À l'instar, je lis seulement l'attaque. Hein. Vous allez faire votre analyse à la maison. À l'instar de son impuissance à rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'EAC fait vivre un calvaire aux propriétaires de maisons où son quartier général est installé à Goma, dans le nord Kivu. Les salariés sont également impayés depuis 13 mois. Donc, force ango ko bengana 1v3 bozo ko kate ko futa banda kwa batu bozo ko kate ko futa na batu o bo engagea. On me disait de 54 personnes engagées dans ce sens-là, rien du tout, pas de salaire et ils sont délaissés. Merci à Doudou Longombe, parce qu'on est obligé d'arrêter là à cause du match. Merci à Henri Guidou, DC24. Ouais, C24. Merci à Ben Kayembe, l'habitué de ce plateau. L'homme de face au Congolais. Et merci à Pierre qui nous a accompagnés dans le cadre de cette émission. Merci à vous. Merci à Doudou Longombe qui s'est présenté et déjà à qui on souhaite vraiment bonne chance. Parce que je disais le matin à quelqu'un que pour combattre le système, il faut être d'abord à l'intérieur de ce système-là pour savoir. Les sans-courant a des problèmes sérieux. Je crois que vous avez nos encouragements dans le cadre de cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci à la technique. Merci à Louis France pour la coordination de cette émission. On prend rendez-vous d'ici là. Merci. Bonne soirée à vous. Allez suivre le match. La RDC gagne toujours. Merci.